Bien, alors donc propagation de la régularité. Donc ce que je vais commencer, c'est je vais commencer sans deuxième ordre. Alors à nouveau, je vais faire exactement comme pour la propagation de la monotonie, c'est que je vais faire des démonstrations qui vont en fait s'effondrer lorsque je rajouterai le second ordre. Pourquoi les fais-je? C'est parce qu'elles sont simples et qu'au moins on comprend ces cas-là. Dans le deuxième ordre, ça se compliquera un peu. Là, c'était pas trop compliqué, la propagation de la monotonie. Mais quand même, c'était plus que 3 lignes de démonstration comme on l'avait fait avec U de x moins U de y. Et sur la régularité, là, ce sera beaucoup plus que 3 lignes. Donc, allons-y étape par étape. Et je vais commencer par parler de la méthode de caractéristiques dans ce cas-là. Bon, je vais essayer de faire des signes corrects. On va s'y prendre doucement. Donc, j'ai un U qui vérifie cette équation de transport. Plus exactement, chacune des coordonnées vérifie cette équation de transport. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, supposez que j'ai résolu le problème. Si j'ai résolu le problème, j'ai un champ de vecteurs. Cette équation de transport, elle me dit que U est constant le long des trajectoires intégrales de ce champ de vecteurs. Et le long de ces trajectoires, si le U est constant, ça veut dire que le F est constant. Donc, normalement, si je pars d'un point X, j'ai un vecteur U0 de X, j'ai un champ de vecteurs, et si je regarde sur la droite générée par ce champ de vecteurs, ben mon U ne bouge pas là. Et ça me construit un I, mais sur les droites qui sont issues de X, et avec une pente f de U0 de X. Bon, alors ça fait une construction un peu bizarre. Donc je répète. Je prends un point X, j'ai un U0 de X. Et si je regarde la droite U0 de X plus TF de U0 de X, non, X, petit x, plus, et que j'appelle ça Y, oui, alors il y a un plus T, même c'est parce qu'il y a un DU sur dt plus, donc... enfin, on vérifiera les signes quand même, mais je pense que le signe est correct. Eh bien, je m'attends, c'est ça la méthode des caractéristiques, à ce que U de Y au point T, ça soit U0 de X. Je m'attends donc en le point qui est issu, donc là j'ai mes points X, donc je trace la droite X plus TF de U0 de X, et donc si je coupe à l'instant T, en ce point-là, je connais la valeur. Bien. Alors, la difficulté, et la valeur en ici, c'est la valeur de départ de U0. Bon. Donc, la difficulté de la méthode des caractéristiques, c'est pourquoi on ne construit pas directement une solution comme ça, et puis là, et dans ce cas, ça y est, on a la régularité. Il y a un problème, puisque je vous ai bien indiqué qu'en général, il y avait des chocs, des discontinuités de U qui apparaissent. Alors, c'est quoi une discontinuité de X? Une discontinuité de X, c'est la possibilité qu'en partant de deux points différents et en traçant mes droites, ces deux droites se rencontrent en un point, et puis là j'ai clairement un problème, c'est que j'ai deux valeurs, c'est-à-dire une discontinuité. J'ai deux valeurs pour la fonction, deux valeurs possibles pour U à cet instant T0, à cet instant T.
Donc le temps, il est comme ça. Hein. À cet instant t, ben, j'ai deux valeurs possibles qui sont les valeurs en général différentes de U0 en x1 et de U0 en x2. Et ça, c'est exactement hein, quand je vous avais parlé de cette pente inclinée qui est poussée par le vent, et à un moment donné, la pente se redresse, et puis j'ai deux valeurs possibles, le 0 et le 1. C'est exactement ça. Dans le cas de la pente inclinée, le niveau du 0 ne bouge pas, et le niveau du 1 le rattrape. Donc ça, c'est une droite, et puis la pente se rapproche, le point se rapproche, et puis j'ai deux valeurs, le 0 et le 1, qui sont possibles. C'est ça la formation de la discontinuité que je vous avais montré la semaine dernière. Donc la morale, c'est que la méthode des caractéristiques, elle marche tant que cette opération est en fait un difféomorphisme. C'est-à-dire que deux x différents me donnent deux y différents, et puis tant qu'à faire, si je veux construire le u partout, il vaut mieux que cette fonction soit inversible. D'ailleurs, vous commencez à voir que la fonction inversible, ça ressemble un peu aux inverses que je manipulais tout à l'heure. Hein. Mais bon, c'est un peu plus compliqué. En général, si U0 est régulier et F est régulier, il est clair que cette construction, il existe un Tmax tel que sur 0 Tmax, un intervalle de temps maximal, hein, c'est ça que je veux dire, comme dans le théorème de Cauchy-Lipschitz. Il existe un intervalle de temps, mais qui est strictement positif, tel que l'application qui est x donne y soit un difféomorphisme qui est régulier si tout est régulier. Pourquoi ? Bien, c'est très simple, c'est que si vous calculez le jacobien de ce bazar-là, c'est I plus, je fais un df rond du0, du0 est régulier, df est régulier, je les suppose bornés, eh bien le jacobien, si t n'est pas trop grand, il est évidemment inversible. Hein, on voit que le Tmax, c'est grosso modo 1 divisé par le sup du df multiplié par le sup de du0. Si en temps petit, les droites ne peuvent pas se rejoindre. Non, ça, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut donc dire que si je regarde cette équation-là, la première chose que j'apprends, c'est que ça dépend de l'intervalle de temps que je regarde. Si je m'intéresse à un intervalle de temps fini, s'il est suffisamment petit, c'est bon. Je sais construire par la méthode des caractéristiques une solution régulière. Et ça, il y a des choses comme ça dans les jeux à champ moyen. Tout se passe bien si le temps n'est pas trop grand. OK ? Ça, c'est le premier cas de figure. Deuxième cas de figure, c'est que je veux aussi me poser la question de est-ce qu'il y a des situations où Tmax est plus infini ? Alors, je mets égal, non, c'est semblable. Et alors, je regarde le premier temps où ça cesse d'être un difféomorphisme. Est-ce que ce premier temps, il est fini ou infini ? S'il est infini, c'est que je garde la régularité tout le temps. Alors, il y a quand même une chose que je n'ai pas totalement vérifiée, c'est que je n'ai pas vraiment expliqué pourquoi cette formule me donnait réellement une solution de l'équation. Hein, c'est pas... bon, alors on va essayer de démontrer ça. Je dirais on va essayer parce que j'ai toujours du mal à vérifier la méthode des caractéristiques. C'est très intuitif, mais c'est une cochonnerie. Suivant comment on s'y prend, on se plante lamentablement. Alors, donc, je dérive cette relation. Qu'est-ce que j'obtiens ? J'obtiens que du sur dt, ce qui ressemble à ça, plus dy sur... Je dérive par rapport au temps. Mais le y, il dépend du temps. D'accord ? Donc, ça fait plus dy sur dt fois dy u égale à 0. Et dy sur dt, c'est f de u0.
Mais U0, c'est U. Et effectivement, si on a quelque chose d'inversible, on a bien, et en fait ce que ça montre, c'est tant que c'est injectif, je résous l'équation sur le domaine atteint, sur l'ensemble des Y que j'atteins comme ceci. Et si en plus c'est un difféomorphisme, c'est-à-dire que c'est surjectif, alors j'ai l'équation partout. C'est exactement ça que j'ai démontré. J'ai démontré en tous les bons Y atteints, j'ai l'équation. Ça, c'est en tous les Y de cette forme-là. Et si maintenant c'est tous les Y possibles, j'ai donc effectivement une solution de l'équation. Vous voyez bien, il y a deux aspects, l'aspect injectivité et surjectivité. Bon, l'aspect surjectivité, on est en dimension finie. On a des bonnes propriétés de bornes, etc. Donc, ce n'est pas vraiment l'aspect complexe. Ça, à nouveau, c'est l'analogue de compacité. Ce n'est pas vraiment la compacité, mais ça y ressemble. Donc, la vraie difficulté là-dedans, ce sera l'injectivité. Donc, théorème. Si F et U0 sont monotones réguliers, cela entraîne que la méthode des caractéristiques donne une solution régulière, monotone, ça on le sait déjà, et unique, on le sait déjà, quel que soit t, ouais, enfin, bon, donc, sur 0 l'infini. T max est égal à plus infini. Vous avez une application qui est C infini, donc si elle est inversible, son inverse est C infini. Donc, vérifier qu'on construit une solution régulière, c'est juste vérifier que cette application est inversible. Donc, dans tout ce théorème, il y a une seule chose à comprendre, c'est pourquoi, si F et U0 sont monotones, ce problème-là est un problème qui est bien fichu. Donc, tout revient à inverser un opérateur. Bon, c'est un problème non linéaire en dimension finie. Hein. Alors, pourquoi ça a une chance d'être vrai? En dimension 1, toujours bien de commencer par la dimension 1. En dimension 1, où on sait bien que c'est un régime de régularité, ça on sait déjà, on sait que ça marche. En dimension 1, ben, ça se comprend tout de suite, parce que U0 est croissant, F est croissant, donc la composition de ces deux machins est croissant, et je rajoute du X qui est lui strictement croissant. Ben, c'est donc, j'ai une application strictement croissante qui est en termes de croissance minorée par X, on sait immédiatement qu'elle est injective et surjective. Donc en dimension 1, ce que l'on sait déjà, le cas classique, c'est la dimension 1. C'est OK, parce que f de U0 est croissant. Bon, alors ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est plutôt une bonne nouvelle, parce que ça veut dire qu'on a peut-être une chance. Ah oui. J'avais oublié un petit truc. Bon, c'est pas grave. Je vais finir cette démonstration, et puis après, je vais faire la petite généralisation. Donc, on a peut-être une chance que ça soit vrai en dimension supérieure. Ça va être encore un travail sur les matrices. D'ailleurs, dans tout ce que je vais vous raconter, on va faire beaucoup d'analyse matricielle élémentaire. Une fois qu'on a l'intuition de ce qui se passe, c'est pas très compliqué.
Bien, alors donc pour la démonstration, ce que je vais faire, c'est que je vais analyser, hein, on a cette opération qui à x associe x plus tf de u0 de x. Bon, ben, je vais regarder son jacobien. Si j'arrive à comprendre pourquoi son jacobien est pas mal fichu et bien fichu, ça devrait être bon. Donc, si je regarde dy sur dx, enfin, je regarde la matrice jacobienne. Dy sur dx, ça me fait quoi? Ça me fait la matrice identité plus t dfi sur dup alpha du0 alpha sur dxj. Donc en d'autres termes, c'est rien d'autre. Hein, j'ai calculé la dérivée ij. Ce n'est effectivement rien d'autre. Vous voyez bien ce qu'on est en train de faire que df multiplié au sens des matrices par du0. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on a comme situation là? Ce qu'on a comme situation, c'est qu'on a une matrice du0, u0 est monotone, qui est positive ou nulle. On a f qui est monotone, donc on a une autre matrice qui est positive ou nulle, et je prends le produit de ces deux matrices positives ou nulles. Bon, ben, ce n'est pas une matrice positive ou nulle. Donc c'est un peu plus compliqué. Mais on s'en fout que ce soit une matrice positive ou nulle. Ce qu'on veut, c'est que son déterminant soit non nul. Ce qui n'est pas tout à fait la même chose. On veut que ça soit inversible, pas nécessairement une matrice positive ou nulle. En déterminant, si on avait des matrices symétriques, ça serait fini. Parce que ça, c'est des choses bien connues. Si A et B sont symétriques, positifs ou nuls, le déterminant de AB est positif ou nul. Bon. De toute façon, c'est le déterminant de A fois le déterminant de B, donc ça, il n'y a pas de souci. Okay. Bon, ce n'est pas un produit, c'est I+, donc si on avait pour T petit, on voit que les signes sont bons, donc on sent que c'est bon pour des matrices symétriques. Alors pour des matrices non symétriques, c'est un peu plus compliqué. Bon. Alors, donc, la question qu'on se pose, c'est peut-on résoudre eta égale xi plus t df, je gèle le point u0, du0, c'est au point x, donc ça maintenant, tout ça, ce sont vraiment des matrices, fois xi. Et donc la première question que je vais me poser, c'est qu'est-ce qui se passe si eta est égal à 0, est-ce que ça entraîne que xi est égal à 0? Ça démontrera bien que la matrice est inversible. Bon. Alors, que puis-je faire? Ce que je peux faire, c'est déjà multiplier l'équation par du0 de xi. Donc j'ai 0 qui est égal à xi plus t df de du0 de xi. Oui, d'ailleurs, j'ai dit une bêtise, c'est que sur la méthode dans le théorème, je vais avoir besoin de l'hypothèse qu'on est f est égal à h'. Donc, si je multiplie cette relation par du0 de xi, bien j'ai xi scalaire du0 de xi, qui est positif ou nul parce que u0 est monotone, plus t
df du0 de xi que je multiplie par du0 de xi, qui est aussi positif ou nul parce que f est monotone. Donc ça veut dire que tout est nul. D'accord? Bon. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire que j'ai une matrice positive ou nulle qui s'annule sur une certaine direction? Bien, malheureusement, ça ne veut pas dire que cette direction est dans le noyau. Ça, c'est vrai pour une matrice symétrique. Ce que ça veut dire, c'est que la partie symétrique que xi est dans le noyau de la partie symétrique. Bon, je note avec un grand T la transposition. Je vais mettre en étoile parce que j'ai des intervalles de temps, j'ai des petits T, des grands T, donc... D'accord? Appartient au noyau, pardon. Donc, malheureusement, ça n'entraîne pas que du0xi vaut 0, parce que si du0xi valait 0, ça serait fini, parce que je repartirais ici, du0xi vaut 0, donc xi est nul, c'est gagné. Ça me dit simplement que du0xi, c'est moins du0 transposé xi. Bah oui, hein, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure dans la démonstration. Hein. D bêta U1 égale moins D1 U bêta, c'est la même chose. Et ça, qu'est-ce que ça me dit? Ça me dit que du0xi du0 scalaire xi, qui est égal à la transposée, aussi à moins la transposée, mais enfin bon, on nous fait une belle jambe. Du0 xi, du0 xi, du0 xi, oui, donc appartient au noyau de df plus df étoile. Donc même si du0 xi était pas nul, on aurait envie de dire bah, ça appartient au noyau de df. Oui, mais malheureusement, ça appartient au noyau de df, de la partie symétrique de df. Donc on loupe vraiment des parties très 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 antisymétriques là-dedans. Alors, une manière d'être sûr que ça marche, il y a peut-être encore un peu de marge, mais ça, j'y ai vraiment pas réfléchi. Donc, j'ai juste réalisé dans le cours de la semaine que la démonstration précédente, on n'avait pas besoin que f soit h'. Ici, pour l'instant, je semble avoir besoin du fait que f, ça soit la dérivée d'une fonction convexe. C'est-à-dire que non seulement c'est monotone, mais ce que ça veut dire, c'est que c'est un opérateur monotone symétrique. Auquel cas, enfin, monotone symétrique, ça veut dire auquel cas f', df, c'est la dérivée seconde de h, et donc ça devient symétrique. Si f égale h'. Et si ça appartient au noyau de df, là c'est gagné, parce que du0 xi, df du0 xi, ça vaut 0, donc xi égale à 0, on a démontré l'injectivité, on a démontré la bijectivité de la linéarisation, et essentiellement c'est pour ça que l'application est inversible, et c'est comme ça que la méthode des caractéristiques fonctionne pour tout le temps. Donc j'accélère à la fin, mais vous voyez bien que l'essentiel, qui est l'inversibilité, en linéarisé devient OK, et c'est pour ça que ça marche. Alors bon, on peut généraliser ça, on peut obtenir des estimations qui permettent de bien montrer que c'est surjectif. Bon, point trop d'infos, c'est pas ça la difficulté de toute façon.
cette démonstration, la méthode est caractéristique, dès qu'on rajoute des termes d'ordre 2, elle s'effondre. Donc, ce n'est pas la peine que j'y passe non plus un temps fou, on sait bien qu'elle a une robustesse limitée. Donc, si DU0, donc ça, ce que ça veut dire, c'est que ça entraîne que DF, DU0, xi vaut 0, et donc ça entraîne que xi vaut 0. Bien. Il faudrait que je réfléchisse si on a vraiment besoin du fait que ça soit la dérivée. Enfin, mon autre démonstration à partir d'estimations a priori, je ne sais pas la faire si ce n'est pas un H'. Hein, donc, ce n'est pas impossible qu'on ait besoin du fait que ce soit un H' ici. Mais bon, je ne suis pas sûr. Là, il faut vraiment regarder algébriquement ce qui se passe pour voir si on a un problème ou pas. Parce qu'on a beaucoup d'informations sur les transposés, que je ne serais pas surpris qu'au bout du compte, on ait quand même une information qui marche. Parce que là, je veux dire, c'est quand même... Je peux mettre la transposition. Bon, je ne vais pas réfléchir, j'y ai pas réfléchi, je ne peux pas vous dire si la réponse est vraie ou pas, mais je le saurai rapidement. Donc, la semaine prochaine, vous aurez la réponse à cette question ou un contre-exemple. On verra. OK. Évidemment, la dimension 1, ça n'aide pas parce que tout, en dimension 1, tout est toujours une dérivée. Donc, ça ce n'est pas ça qui permet d'y voir. Donc, il faut vraiment regarder des exemples multidimensionnels. Bon, puis là, il est beaucoup trop fatigué pour essayer de réfléchir en temps réel. Donc, voilà pourquoi la méthode des caractéristiques fonctionne pour tout temps, en tout cas lorsque f dépend de h', dérive de h, et ça, c'est exactement ce dont on a besoin pour les jeux à champ moyen. Mais je veux conclure aujourd'hui, et une fois de plus, j'annonce que je vais essayer de finir en avance, parce que je ne veux pas en faire plus que ça aujourd'hui. Je vais reprendre des forces avant le cours de l'or, maintenant. Qu'est-ce que je... Oui. Non, ça me trouble, cette histoire. Alors, donc, une extension de tout ce qu'on a fait jusqu'à présent, une extension facile, mais qui est importante parce qu'elle correspond précisément au cas à variables séparées pour les jeux à champ moyen, même s'il y aura en plus une dépendance en M dans le H. Donc, cette extension facile qui va vers les jeux à champ moyen consiste à travailler donc, avec une équation du sur dt plus un f de u gradient. Donc là, je ne vais pas refaire toutes les démonstrations. Et ici, de mettre un f de x. Donc, je commence à mettre une dépendance en x, mais je la mets à variable séparée. Donc f maintenant est une fonction qui va de Rd dans Rd. Éventuellement, je lui rajoute un plus ici, un plus somme sur alpha bêta de A alpha bêta de D2 alpha bêta U, comme je l'ai déjà fait. Bien. Alors, sur les opérations de monotonie, il n'y a pas grand-chose à dire. La monotonie, c'est un F monotone, U0 monotone. Eh bien, vous rajoutez que petit f est monotone, et vous avez la préservation de la monotonie. La démonstration que j'ai faite la semaine dernière, je crois d'ailleurs l'avoir dit, et peut-être même ça y était, j'avais fait la démonstration dans ce cas-là, avec un f de x, c'est la même. Hein, souvenez-vous,
pour l'équation sur W que j'ai rappelée ce matin, vous récupérez en plus un terme qui est f de x moins f de y, scalaire x moins y. Donc c'est pile la monotonie qui sera greffe en plus, c'est tout l'avantage de ce W. Et pour la démonstration ce matin, quand on a ceci, eh bien vous voyez que dans les équations, lorsque j'écris l'équation pour D1U1, eh bien au second membre, j'avais un certain nombre de termes, et je vais avoir un terme en plus qui est la dérivée D1F1. Eh bien ça, ce terme, il est positif ou nul. Donc le signe est tout de suite bon, et puis on n'en parle plus. Donc ça marche pareil. Donc tout ce qui était monotonie, ça marche pareil. Quid, donc l'unicité vue la semaine dernière lorsque alpha bêta égale à 0, pareil. Unicité si alpha bêta égale à 0. Quid de la régularité? Ah ben oui, mais la régularité, c'est plus compliqué. Parce que la régularité, la méthode des caractéristiques, j'ai du x, le u n'est plus constant le long de la caractéristique. Entre le manque de sommeil et puis 1h30 de semi-improvisation, ça fait mal. Donc, sur la méthode des caractéristiques, sur la propagation de la régularité, donc ça va être OK par la méthode des caractéristiques avec toujours pareil à alpha bêta égale à 0. Donc je vais supposer que f est monotone régulier. Et ça va toujours être OK par la méthode des caractéristiques. Et donc, j'aurai bien, c'est pas non régulier, c'est monotone régulier. Alors, bien ce est U0 monotone régulier. Et H convexe régulier. Avec F égale H'. Alors, toutes ces hypothèses assurent qu'il existe une solution régulière monotone unique. Et ça va se faire toujours par la méthode des caractéristiques. Mais là, maintenant, il faut que j'explique comment elle marche, cette méthode des caractéristiques. Alors là, je n'ai pas encore plus de risques sur les signes. Donc en fait, on a maintenant un système caractéristique. Et bon, c'est pas très simple, de toute façon, d'ailleurs, même si vous prenez des lois de conservation scalaire, quand vous mettez une dépense en x, même les experts devront réfléchir très fort pour vous dire oui, oui, bien sûr, c'est vrai, c'est pas standard. Alors, ça, c'est vrai. Mais il faut un peu plus travailler. Alors, donc, ce que l'on a, c'est que la droite va être remplacée par une courbe caractéristique. Cette courbe caractéristique, tout à l'heure, on avait x plus t f u0 de x. Cette courbe caractéristique, ça va être x point égale f de u de grand x. Pardon, oula. Il ne faut pas écrire u de x et de t, ça ne veut rien dire. Qu'est-ce que je vais mettre comme z? Et z point. Alors s'il y a un plus, l'autre c'est un moins. C'est vraiment comme ça que je m'en souviens. C'est moins d. Pourquoi je vais mettre une dérivée? C'est moins f
tout bêtement, moins f de x. Le long de la caractéristique qui est x point égale f de z, eh bien, quand l'on parcourt de manière rétrograde, le du sur dt le long de la caractéristique, c'est la valeur de petit f. Voilà. J'ai un trouble sur les signes. Je ne suis pas sûr de mon signe, là. Peut-être le plus simple, alors. Donc, et c'est de dire que U à l'instant grand X de t et de t, ça vaut Z de t. Alors, le plus simple, c'est de prendre f égale à 0, comme ça, grand F égale à 0, comme ça, le grand F, il ne bouge pas, pour voir les signes. Hein. Donc, je dois avoir U0 plus TF de X, et donc je m'aperçois que c'est un plus ici. Alors, en dimension 1, pourquoi a-t-on effectivement de la monotonie de cette opération, hein, de l'opération qui a X? Vous voyez que là encore, si je m'assure que je n'ai pas de singularité dans cette application, tout va bien, parce que j'ai un seul antécédent pour le point x de t, et donc une valeur bien définie pour cet antécédent. Encore faudrait-il que je précise les conditions initiales. Il y a x0 égale petit x à l'instant 0 égale petit x, et z à l'instant 0 qui était à u0 de petit x. Et là, maintenant, tout est correct. Donc, effectivement, si initialement, et ce que je raconte, à nouveau, va être vrai pour des temps petits, quelles que soient les données du problème. Tant que je garde un bon difféomorphisme pour cette application, eh bien, cela veut dire que je sais définir de manière unique la valeur de U en un point quelconque. J'ai donc bien trouvé une solution du problème, qui est régulière. Bon. Et donc, comme auparavant, vous voyez que dans le cas particulier où f est égal à 0, z point est égal à 0, et on est dans le cas précédent. Z, c'est U0 de x. Et à nouveau, le grand X, remarque, si petit f est égal à 0, si petit f est égal à 0, z point z vaut toujours U0 de x. Et le grand X, c'est simplement petit x plus t f de U de 0. C'est exactement ce que j'ai fait tout à l'heure. Mais de manière générale, il faut toujours comprendre pourquoi ceci est un difféomorphisme. Ça va être vrai comme précédemment si le temps n'est pas trop grand. Là encore, on retrouve les jeux à champ moyen, tout se passe bien si l'intervalle de temps n'est pas trop grand, pour des données générales. Et dans le cadre de ce que me dit le théorème, l'assertion qui est là-bas, c'est dans le cas où f c'est h' et que U0 est monotone, et que petit f est monotone, eh bien ça c'est toujours inversible. C'est toujours inversible. Ah, bon. Donc la réponse est OK, avec les hypothèses que f est monotone, que U0 est monotone, et que un grand F est égal à H' avec H convexe. C'est ce que je vous ai énoncé là-bas. Bon. En dimension 1, je reviens à la dimension 1. Pourquoi c'est vrai ce bazar-là? Parce que vous voyez que vous ne faites que renverser la monotonie, que renforcer la monotonie. Vous avez une fonction qui est croissante en x. Vous résolvez ce problème-là. Ce problème-là, en fait, est un problème qui va être croissant par rapport à petit x. Parce que si vous augmentez petit x et que vous pensez que ça vous fait augmenter z, si ça vous fait augmenter grand x qui vous fait augmenter z. Donc, comme ça boucle bien, comme c'est bien cohérent ce principe de monotonie, quand on a des systèmes différentiels, les propriétés de monotonie ne sont pas garanties. Là, on a une structure coopérative qui assure que la monotonie est préservée.
Donc c'est une structure très particulière de ce système différentiel d'ordre 2 qui assure en dimension 1 que la monotonie est préservée et donc l'invertibilité. Donc vous voyez que c'est effectivement par rapport au jeu habituel, la méthode des caractéristiques pour les lois de conservation scalaire, la propriété de monotonie, il faut un peu travailler. Bon, ça se fait, je ne vais pas passer un temps fou sur la dimension 1, ça ne m'intéresse pas. Et je regarde l'heure parce que je me dis, hein, je vous ai annoncé que j'allais finir tôt, mais pas gagné. Hein. Donc je vais sauter la dimension 1 pour vraiment essayer de finir 5 minutes en avance. Alors comment ça se démontre ça? Très honnêtement, aucune idée. Mais on va y arriver. Comme c'est vrai, ça va être possible. Hein. Alors, on va gagner du temps, on va commencer par linéariser comme précédemment, puisqu'après tout, il s'agit de comprendre pourquoi la linéarisée en un certain point à l'instant t est inversible. Donc, sur les linéarisés, je vais être rapidement à court de notation. Donc, je vais écrire xi point égale f' de x. Ça commence bien. F' de z qui point égale f' de grand X. OK. Ouais. F' de grand X qui, et ici f' de X, c'est Z. Et f' de grand X fois quoi? Fois xi. Je vais supposer donc que xi à l'instant 0, c'est la matrice identité. Donc, ce sont des équations différentielles matricielles. Hein. Je vais supposer que G, c'est la matrice identité. Que le kit 0, donc c'est U'0 de X, c'est-à-dire une matrice positive ou nulle. Et enfin, je travaille à un temps T0 strictement positif, où je suppose que xi de T0 est égal à 0. Bon, alors c'est bon. OK. Je suis désolé, ce n'est pas des identités, ce n'est pas des matrices, ce sont des vecteurs. Et ici, ce que je vais avoir, c'est que je vais avoir un certain xi0. Et ici, je vais avoir un U'0 de x xi0. Et donc, la question que je me pose, c'est pourquoi xi est identiquement nul, et donc xi0 est nul. Hein, dire que c'est inversible, c'est exactement dire que j'ai un unique point de départ, le point de départ, la linéarisation du point de départ. La linéarisation du point de départ, c'est ça. Bon, alors ça, effectivement, c'est quelque chose que l'on, en dimension 1, l'analyse dont je vous parlais tout à l'heure est beaucoup plus simple maintenant, pour voir effectivement la propagation de ces signes. Alors, en dimension supérieure, que peut-on faire? Je ne vois pas très bien ce que l'on peut faire d'autre, si ce n'est essayer de multiplier un certain nombre de termes par qui? Alors, attendez. Si j'écris d sur dt de l'intégrale de xi qui, du produit xi qui, que cela me donne-t-il? Vous allez retrouver un certain nombre d'amis sur les opérateurs monotones. Bien, alors donc, enfin sur les jeux à champ moyen, le premier terme, ça va me faire f' de z fois qui, scalaire qui, positif ou nul par la monotonie.
Si j'ai l'air sceptique, c'est que je me demande si ça ne va pas être une démonstration qui résout la question que j'ai posée il y a un instant. Bon, j'anticipe pas trop, là je m'amuse. Plus f' de x scalaire xi. Ça, c'est positif ou nul parce que les deux opérateurs sont monotones et je n'ai pas besoin de savoir que c'est la dérivée d'une fonction convexe. C'est ça qui m'a troublé. Ça a observé aussi que ça ressemble beaucoup à la démonstration d'unicité pour les jeux à champ moyen. Donc vous commencez à voir une certaine... pourquoi tout est un peu relié. Et je pars à l'instant initial, xi, qui en 0, ça vaut quoi? Ça fait u' de 0 de x0 xi0 fois xi0 qui est positif ou nul. Donc je pars de quelque chose de positif ou nul, c'est tout le temps positif ou nul. Non, je vous dis une bêtise, ça ne démontre pas dans le cas f'. OK? Regardez bien, c'est positif ou nul. La dérivée est positive ou nulle, et à l'instant t0, ça vaut 0. Donc ça veut dire que tout est nul. Donc cela veut dire que u'0 de x0, xi0 est nul, ce qui ne signifie pas que la donnée initiale de qui est 0, ça signifie simplement que, à nouveau, c'est une histoire de partie symétrique. Hein. Donc, u'0 de x0, xi0 est égal à 0. F' de z qui vaut 0 sur 0t0. Et f' de x xi vaut 0 sur 0t0. Alors, si petit f est strictement monotone, donc je ferai une remarque après. Bon, donc ça, je ne vais pas m'en servir. Je vais me servir uniquement de cette partie-là. Donc, si f est égal à h', si f est égal à h', le f' c'est h seconde, c'est une matrice symétrique. Donc, ça entraîne que f' de z qui est identiquement nul. Et si f' de z qui est identiquement nul et que vous avez xi à l'instant t0 qui vaut 0, ça vaut bien dire que xi de 0 vaut 0. Voilà. Donc effectivement, ça marche si f est la dérivée d'un Hamiltonien. Ouf. Je n'avais vraiment aucune idée de comment j'allais faire la démonstration. Je me suis dit, ça doit marcher pareil. Ouais? Il me semble que c'est assez indispensable. Indispensable si tu veux inverser ton opérateur là. Si tu prends 2D, 2 rotations, donc pi sur 2, f et 0 sont 2 rotations, donc pi sur 2. Tu veux dire pile à la limite de monotonie, hein, c'est ça le... Donc c'est pas inversible. Oui, alors la seule chose, c'est est-ce que ça, c'est compatible avec des dérivés d'une opération monotone? Ça doit être possible, oui, parce que tu prends des choses linéaires. Ouais, tu prends des choses linéaires. Ben, merci. Donc, effectivement, on a besoin que le f soit découle d'un Hamiltonien. Réponse à la question. Super, j'ai même pas à réfléchir cette semaine. C'est parfait. Très bien. Donc, merci Guillaume, tu as totalement raison. Donc, quoi qu'il en soit, bon, là, je retrouve le fait, sauf dans un cas de figure, si f est égal à h', on conclut. Il y a un autre cas où on peut conclure quand même. C'est si f' est strictement positive. Hein? Donc, remarque, là, si on a une vraie dépendance en x, c'est la vraie dépendance en x qui aide. Donc, si f' est strictement positif, ça entraîne... Et donc là, ça entraîne que xi vaut 0. Et si xi vaut 0, c'est fini. Donc là, c'est un cas qui est aussi assez intéressant, c'est que là, on voit qu'on gagne quelque chose si on rajoute un second membre qui est strictement monotone. Donc si f' est strictement positif, c'est OK. Quel que soit f monotone, on n'a pas besoin. Donc ça, c'est piquant, ça, cet aspect-là.
Donc, c'est en faisant la démonstration, je me suis dit, tiens, on ne retombe pas exactement sur la même chose. Alors, je pensais que c'était plus général à un moment, mais je n'avais pas vu la fin de la démonstration. Donc, moins 5, j'arrête. Ouais. Non, sérieusement, vous voyez maintenant la dépendance en X, ok, l'invertibilité des caractéristiques, sous exactement les mêmes hypothèses que précédemment, c'est-à-dire dérivée d'une fonction f, grand F et la dérivée d'un Hamiltonien, et tout monotone, ça marche, la régularité est vraie. Et si c'est strictement monotone, bon, il y a cette observation qui me trouble un peu. Il y a quand même quelque chose que je veux un tout petit peu comprendre là-dedans, parce que c'est quand même paradoxal que dans des cas où f est quelconque, si je rajoute un epsilon x au second membre, je garde la régularité et que cette régularité s'effondre quand epsilon devient 0, pourquoi pas? On peut, après tout, si on met un epsilon laplacien, il n'y a pas de choc. Donc, voilà pourquoi, effectivement, on a la propagation de la régularité, en tout cas lorsqu'on a que grand F est la dérivée d'une fonction convexe et toutes les données sont monotones. Bon, ben là, on a bien avancé, puisqu'on a quand même, si regardons d'où on est parti, on a écrit des systèmes hyperboliques très particuliers, mais quand même des systèmes hyperboliques, et ce qu'on a démontré, c'est l'existence et l'unicité de solutions régulières en temps. Voilà. Donc, et on l'a fait, en tout cas, avec, dans le cadre de systèmes dans lequel on a h' de u, gradient u, et un second membre, c'est-à-dire qu'on a séparé les différentes variables. Donc voilà où on en est pour aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Il me reste à comprendre pourquoi la régularité. Ça marche encore si je rajoute des termes d'ordre 2 quand j'ai plus la méthode des caractéristiques pour montrer la régularité. Comment je vais me débrouiller? Première observation. Deuxième observation, il me faut comprendre, lorsque je commence à mettre des dépendances en X un peu plus sérieuses, parce que j'en ai besoin pour les jeux à champ moyen. Déjà, l'hamiltonien, il dépend il dépend de M. Hein, l'hamiltonien sur le phi, je vous le réécrirai, c'est comme s'il dépendait de X. Donc il y a des dépendances en X, mais assez spécifiques. Donc ça, il va falloir qu'on comprenne ce qui se passe lorsque mon grand F ou mon grand H dépendent de X, et quelles dépendances en X sont autorisées. Également, les termes d'ordre 2, ils ont des dépendances en X, il faudra qu'on comprenne quelles dépendances en X sont autorisées. Bon. Et là, on va retomber sur des problèmes de propagation de convexité. Donc, c'est de monotonie, donc de convexité, tout ça est lié. Donc ça, il y aura déjà en dimension finie comprendre tout ça. Et puis quand on sera bien armé, qu'on aura bien tout compris en dimension finie, eh bien, on attaquera la dimension infinie, c'est-à-dire on essaiera de prendre toutes les démonstrations que l'on faisait et puis de voir qu'est-ce qu'il en reste. Alors bon, il y aura des morceaux qui partiront en fumée, mais il y aura des morceaux qui resteront. Bon, ça nous laisse de temps, on ne fera pas tout d'ici Noël, hein. J'ai encore une ou deux séances, je crois même, en janvier. Sur ce, je finis 2 minutes en avance. Je vais prendre un café, et puis Anne-Laure, tu démarres ton cours. Ouais, il faut que je reprenne des forces. Hein, donc,